Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur R Télévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro L'Actu. Soyez les bienvenus en ce début de semaine, en ce lundi 9 mai. Hier, nous étions donc le 8 mai, le dimanche 8 mai. Plusieurs commémorations ont eu lieu, bien évidemment. La fin de la Deuxième Guerre mondiale un peu partout en France et même dans certains pays. Bien évidemment, nous sommes le 8 mai 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais d'un autre côté, il y a cet autre 8 mai 1945. Nous sommes donc en Algérie, de l'autre côté de la Méditerranée, dans une Algérie française à l'époque. Un rassemblement est organisé à Sétif, une ville du Constantinois située à 300 km précisément à l'est d'Alger, qui sera durement réprimé par le sang. On compte près de 45 000 morts. On va y revenir avec nos invités dans quelques instants. Et en deuxième partie d'émission, nous rejoindrons donc l'imam formateur conférencier Amin Haddadi, et on reviendra notamment sur cette polémique d'un des patrons d'un des plus grands groupes de magasins de grande distribution, notamment en France et en Europe. Ce sont les magasins Leclerc. Nous allons revenir sur la polémique et la sortie du PDG Édouard Leclerc qui a pris pour responsable, a désigné comme donc responsable les musulmans de cette pénurie d'huile, puisque vous le savez, en France aujourd'hui, il est très difficile de se procurer et de trouver de l'huile de tournesol. On essaiera de comprendre et de vous apporter quelques explications, notamment derrière les mots d'Édouard Leclerc. On l'entendra tout à l'heure, qui a évoqué qu'il y avait un certain groupe de Français, notamment les musulmans, qui, notamment, ça a fait beaucoup rire, mais pour frire le mouton. Alors, il faut savoir qu'à la fin du Ramadan, on appelle ça la petite Aïd, l'Aïd el-Fitr en arabe, et le mouton, c'est 2 mois et 10 jours après, c'est pour la grande fête de l'Aïd. Traduction, l'Aïd el-Kbir. Mais on y reviendra tout à l'heure. On va commencer donc par cette thématique, le 8 mai 1945, l'autre 8 mai 1945, est avec nous le plaisir d'accueillir le maire adjoint, notamment en charge du handicap, de l'inclusivité et de la politique mémorielle à Saint-Denis. Il est aussi le président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Daniel Dalin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Daniel Dalin. On va aussi recevoir dans quelques minutes Olivier Lecourt Grand Maison, qui est lui politologue, enseignant universitaire en sciences politiques et philosophie politique, qui est aussi lui l'un des plus grands spécialistes reconnus sur les questions liées notamment à l'histoire coloniale. Daniel Dalin, on en parlait tout à l'heure au téléphone. Hier, vous avez commémoré à Saint-Denis bien évidemment le 8 mai 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi l'autre 8 mai 1945. Oui, il faut savoir que l'année dernière, nous avons justement déposé une plaque commémorative en mémoire des massacres des villes de Sétif. C'est Sétif, Guérat, et puis l'autre, j'ai un peu de mal, Sétif, Guérat et Kérata. Donc, la municipalité, sous la conduite du nouveau maire Mathieu Hanotin, a déposé une plaque rendant hommage si on rend hommage à la libération à la fin de la guerre 39-40, il était important aussi de dire que l'histoire de France ne se fait pas uniquement que dans la lumière, mais il y a aussi une part d'ombre, et que cette part d'ombre, c'était ces massacres dans les colonies, puisqu'à cette époque, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie étaient considérés comme des colonies, et que si la France peut se targuer d'avoir des pages lumineuses, elle doit aussi regarder la vérité en face et aussi rendre hommage, mettre en lumière ces exactions qui en fait ont causé des milliers de morts. Alors je ne sais pas si c'est 45 000, puisque la vérité elle est entre les deux, entre je crois 2500 ou 15 000. Enfin, j'ai pas les chiffres côté français, mais je sais que du côté algérien, on avance 45 000. En tout cas, il fallait rendre hommage et de façon que nous puissions avancer dans une histoire apaisée, une histoire de France apaisée, pour que les jeunes s'emparent de ce fait d'armes, ce fait d'histoire, de façon qu'on puisse vivre ensemble à Saint-Denis sans qu'on ait à se regarder avec en chien de faïence.
Mm. Effectivement, vous faites bien de le dire, 8 mai 45, 8 mai 2022, vous la sentez, vous, cette France apaisée, notamment dans ses relations un peu particulières lorsqu'il y a eu colonisation, hein, vous me le disiez tout à l'heure, vous venez de l'évoquer. Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a un peu plus d'apaisement, même si on a vu dernièrement un président dans un premier quinquennat qui s'est plutôt exprimé parfois, hein, dans le cadre de colonisation, où il a tout de même pris ses responsabilités et des responsabilités au nom de la France. Vous le sentez comment, vous, ce climat? Moi, je pense qu'il y a eu un effort de fait, même si c'est jamais assez, il y a eu un effort de fait. Je suis allé je suis allé lire les textes des accords d'Évian, justement, qui marquaient la fin de la guerre d'Algérie, qui se trouve aux archives diplomatiques à La Courneuve. J'ai vu des textes, j'ai vu des choses, et je peux vous assurer que, au vu de l'actualité et au vu des prises de position du président Macron, on peut dire que les choses vont dans le bon sens. Peut-être pas assez vite, mais elles vont dans le bon sens. Mmh. On l'évoquait aussi ensemble, de plus en plus les villes aujourd'hui commémorent cet autre 8 mai 45. C'est encore un peu fragile, hein, tout de même, hein, en termes de commémoration. Alors bien évidemment, c'est aussi selon un peu les sensibilités politiques. On pourrait penser que plus les partis sont à gauche, plus ils sont sensibles, et peut-être que plus à droite le sont moins. Je ne sais pas, en tant que vous, élu de la République, homme politique, comment vous ressentez un peu les choses? En tout cas, à Saint-Denis, ça se fait, hein. La vérité, elle est encore au milieu du chemin. Nous avons une population qui est très diverse et variée, et ça ne vous a pas échappé que la communauté algérienne, elle est très, très présente. Et que si on ne peut pas laisser des jeunes dans l'ignorance, et si nous cherchons une paix, une paix apaisée, une histoire commune apaisée, il est de l'intérêt de tout homme politique, hein, quel qu'il soit de gauche ou de droite, de dire la vérité, de commémorer, parce que ce sont des heures sombres de l'histoire de France, et que de la même façon qu'on s'extasie, on est content pour des faits où la France est toute fière, pays des droits de l'homme, de liberté et tout ce que vous voulez, eh ben, il était important de marquer aussi ces moments-là. Donc, je pense que c'est la composition de la population qui commande, hein, parce que c'est sûr que si vous allez au fin fond du Larzac, où il y a très peu d'originaires du Maghreb, eh ben c'est sûr qu'on aura très peu de chances de voir ce genre de choses se faire. Mmh. Peut-être d'un point de vue général, puisque vous êtes aussi spécialisé dans ces questions mémorielles, d'un point de vue général, comment ont lieu ces commémorations? D'abord, on rend hommage, on se réunit pour en informer nos téléspectateurs. Et puis, je crois qu'aussi, il y a un point essentiel qui est peut-être difficile, en tout cas pour les institutions et les mairies que je connais. C'est encore difficile aujourd'hui de sensibiliser, même si hier vous avez voulu, et vous continuez à commémorer, donc à rendre hommage, à rendre accessible, et puis à ce que l'histoire continue et continue à être écrite. Vous avez toujours autant de mal peut-être à sensibiliser, à faire venir la population justement à ces moments difficiles de notre histoire. En fait, c'est la deuxième fois, mais il faut que vous sachiez que nous avons des acteurs de mémoire très actifs sur le territoire de Saint-Denis, et que nous sommes en train de travailler justement pour l'an prochain, comment on fait pour associer les écoles, parce que nous ne pouvons pas passer la mémoire, être passeur de mémoire, si vous ne sensibilisez pas les élèves, si vous ne sensibilisez pas les enfants. Donc, c'est quelque chose c'est la deuxième fois. Cette année, c'est juste après le Covid. Il faut que les choses se remettent en place. Mais je mets mon billet qu'à la fin de notre mandature, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, toutes ces personnes qui ont connu, dont leurs anciens ont connu la colonisation, sauront tous se retrouver sur la place du 8 mai 1945 à Saint-Denis pour fêter un tel événement. Il faut simplement laisser du temps au temps.
Est-ce que hier, pour la deuxième année consécutive, vous rendiez hommage à cet autre 8 mai 45? Oui, oui, cet autre 8 mai 45. Autant l'État on s'est retrouvé sur la place du 11 novembre pour commémorer, autant avec plaisir on s'est retrouvé pour déposer les gerbes au nom de la municipalité pour que les jeunes issus de l'immigration ne se sentent pas étrangers. C'est comme moi, je suis originaire de la Martinique. Tout le monde sait que la Martinique a été une terre d'esclaves, puis une colonie, puis un département. Il n'empêche que nous avons nos histoires communes. Nous avons beaucoup d'histoires communes entre l'Algérie et la Martinique, plus que certains ne veulent le croire, ne veulent le penser, et qu'il faut justement, année après année, marteler ça dans la tête des jeunes, que nous avons une histoire commune, mais nous avons aussi une histoire apaisée, et qu'il faut continuer à aller dans ce sens, commémorer, 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 passer d'histoire pour que enfin le vivre ensemble ne soit pas une vaine expression en France. Parce qu'on parle de vivre ensemble. Pour le moment, on vit les uns à côté des autres. Par moment, on vit ensemble. Par moment, on se regarde. Si on veut éviter ça, il faut commémorer. Il faut dire les choses. Il faut dire la vérité. Il faut que les jeunes savent exactement ce qui s'est passé pour que ça ne puisse plus se reproduire. La politique mémorielle, c'est votre credo. D'un point de vue général, comment se situe, se positionne le paysage politique, peut-être pas français, mais encore que si, parce que vous avez quand même une bonne expérience, et on va dire deux mots sur le CREFOM dans un instant. Il est sensible tout de même à ces moments de commémoration, et j'ai envie de dire aussi à différents niveaux et pour différentes commémorations. On parle ce soir de l'autre 8 mai 1945, qui est tout de même une commémoration qui parfois suscite polémique. Hein. C'est comme la guerre d'Algérie. Oui, la guerre d'Algérie, c'est une guerre de libération. On a mis du temps à comprendre, à admettre dans les termes que c'était une guerre de libération. Parce que tout peuple a le droit d'aspirer à son propre chemin. Moi, je suis en charge de la politique mémorielle et c'est vrai que ce sont toujours des sujets qui font consensus. Qu'est-ce qu'on fête le 14 juillet, on fête le 11 novembre, on fête toutes des fêtes qui sont inscrites dans le calendrier national et ce sont des fêtes qui ne font pas justement polémique. Donc pour moi, c'est facile. La difficulté, c'est que, même pas la difficulté, la nécessité, c'est qu'il faut absolument et tous les jours associer les jeunes scolaires, parce que si on veut que la mémoire circule et que la mémoire continue à vivre, il faut associer ces jeunes. Il en est de même pour le 8 mai, l'autre, justement, c'est marrant comme la façon dont vous dites ça, l'autre 8 mai 1945, il est nécessaire, il est absolument nécessaire d'associer les jeunes. Et c'est très intéressant et pertinent ce que vous dites, à mon sens, puisque c'est vrai que l'avenir, c'est la jeunesse. Est-ce qu'il y a justement une continuité dans les villes? Effectivement, certaines associations et les municipalités essaient de faire un travail de sensibilisation, notamment sur des dates ponctuelles qui se présentent comme tous les 8 mai, par exemple. Mais est-ce qu'à votre connaissance, notamment à Saint-Denis, est-ce qu'il y a un travail qui se poursuit un peu sur différentes dates, hein, pas que dans les 8 mai 45, mais sur des scolaires, des associations, pour essayer de transmettre ceci, mais pas seulement lors d'une date de commémoration? Non, je vous ai dit, nous avons à Saint-Denis des associations mémorielles qui sont très actives, où ils n'hésitent pas à se déplacer dans les collèges pour expliquer justement l'autre 8 mai 1945 avec un point de vue, un point de vue des harkis, un point de vue comment dirais-je, des Français, et un point de vue du FLN. Je pense que cette association, et je vous invite à venir à Saint-Denis la rencontrer. Je vous mettrai en contact avec elle, peut-être même que vous la connaissez. Monsieur Rahim Reziza, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Et Rahim fait un travail extraordinaire là-dessus. Et ce sont des associations qu'il faut mettre en lumière de façon à ce que les jeunes et les moins jeunes puissent se retrouver ensemble, qu'ils soient français, algériens, marocains, tunisiens,
qu'ils soient conscients que ça fait partie de notre histoire commune, ça fait partie de l'histoire de France, tout comme ça fait partie de l'histoire d'Algérie ou du Maroc ou de la Tunisie. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je voudrais, avant de vous libérer, qu'on revienne un peu sur les objectifs du CREFORM. Vous êtes mieux placé que moi pour en parler. C'est promouvoir, sensibiliser en termes de culture, notamment les Français d'outre-mer, l'économie, la culture, la politique aussi, dont vous êtes le président. Hein. Surtout la politique. Le CREFORM est un lobby. Alors, on va rappeler aux téléspectateurs, hein, oui. Si je ne me trompe pas, Conseil représentatif des Français d'outre-mer. C'est ça. C'est un lobby qui a pour mission de défendre les ultramarins où qu'ils soient dans le monde, que ce soit sur le tempo politique, culturel, sportif. Les choses ne sont pas si simples. Il faut savoir que nous sommes un département français, mais il y a tellement de difficultés entre ce qui se passe là-bas et comment les décisions sont prises ici à Paris et quels impacts qu'elles peuvent avoir dans les départements, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, j'ai l'honneur de présider le CREFORM. C'est une grosse structure. On essaie tant bien que mal de maintenir le dialogue avec l'État. Des fois, ça marche. Des fois, c'est conflictuel. Mais toujours avec une démarche et un objectif. Comment faire pour que, justement, nous puissions, les Français d'outre-mer, dits les Antillais ou bien que ce soit les Guyanais, les Mahorais, tout ça, puissent se sentir le mieux possible dans ce truc français. Merci d'avoir été avec nous, Daniel Dallain, je rappelle, donc maire adjoint en charge du handicap politique mémoriel à Saint-Denis, hein, en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis. On a oublié de le préciser sur votre synthé. Vous êtes le président du Conseil représentatif des Français d'outre-mer. Bonne soirée à vous, merci. Je vous remercie. Au revoir. Comment évoquer l'autre 8 mai 1945 sans inviter, avoir le plaisir d'avoir avec nous Olivier Lecourt, Grand Maison. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je rappelle, hein, vous êtes écrivain, politologue, enseignant universitaire en sciences politiques, philosophie politique, et vous êtes, je le disais, donc l'un des spécialistes reconnus, notamment des questions liées à l'histoire coloniale. Merci de nous consacrer ces quelques temps. Un peu d'histoire, vous êtes mieux placé que moi pour en parler de cet autre 8 mai 1945. Donc ce sont tout simplement des manifestations qui ont été autorisées sous certaines conditions, pas de drapeau, pas de slogan, et puis donc ce sont des actes de violence, des pertes humaines, ce 8 mai 45 en Algérie, notamment à Kherata, Sétif et Guelma. Oui, ajouter d'autre part qu'à l'origine, la manifestation est une manifestation parfaitement pacifique qui se déroule le 8 mai 1945, d'abord et avant tout dans la rue principale de Sétif, dans le quartier européen, comme on dit, pour le distinguer des quartiers dits indigènes. Et évidemment, pour celles et ceux qui manifestent dans ce quartier européen, c'est évidemment un acte à la fois politique et symbolique très fort que de se présenter dans ce quartier justement, non plus seulement en tant qu'indigène, mais en tant que sujet politique qui revendique les droits et libertés démocratiques élémentaires sur le plan individuel et qui revendique évidemment, puisque cela vient d'être acté peu avant à la conférence de San Francisco, qui revendique donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est là que commence le drame, plus exactement les massacres, puisque un jeune scout algérien du nom bien connu de Saad Bouzid est abattu par un policier et va s'en suivre des scènes de violence et surtout, encore une fois, une intervention de l'ensemble des forces armées françaises, armées de terre, armées de l'air, marine, puisque les massacres, faut-il le rappeler, débutent certes le 8 mai 1945 dans les rues de Sétif, s'étendent, comme vous l'avez dit, à Guelma et Kherata, et vont durer jusqu'au cours de l'été 1945. Le bilan est terrible, entre 30 et 35 000 morts, pour une raison, ou pour des raisons plus exactement assez claires. Il s'agissait pour le gouvernement de l'époque et le général de Gaulle en particulier
de réaffirmer, quoi qu'il en coûte, l'autorité de la France, l'intégrité de l'Empire. Et au fond, les massacres de Sétif, Guelma et Kherata ne sont nullement un coup de tonnerre dans un ciel serein. On peut et on doit affirmer que c'est la première application de la doctrine élaborée par le général de Gaulle à la conférence de Brazzaville, dont il faut rappeler qu'il est soutenu par l'ensemble des forces politiques qui ont participé à la résistance, dont le Parti communiste. Et cette doctrine élaborée à Brazzaville est très claire. Il s'agit de refuser toute possibilité d'évolution en dehors de l'Empire pour les différentes colonies qui constituent cet empire. Et au-delà des Algériens, ce qui s'est passé le 8 mai 1945, à partir du 8 mai en tout cas, constitue évidemment pour les autorités coloniales et métropolitaines françaises un signal terrible envoyé à l'ensemble des colonisés pour leur signifier très clairement que s'ils ont quelque velléité d'indépendance, ils le paieront très cher. Et faut-il le rappeler, celles et ceux qui ont quelque velléité d'indépendance l'ont payé très cher, parce que, contrairement là aussi à une mythologie nationale républicaine durable, à partir du 8 mai 1945, la France n'a pas été en paix dans son empire, mais quasiment en guerre continuelle. Je rappelle qu'entre le 8 mai 1945 et le 19 mars 1962, les massacres et les guerres coloniales ont fait plus d'1 million de morts, soit plus que la totalité du nombre de Français disparus et tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ce que vous précisez sur vos réseaux sociaux, vous le dites, cette puissance, je vous cite, cette puissance coloniale n'a pratiquement pas cessé de massacrer donc à Tiaroy, en Algérie, à Madagascar, en Algérie, en Indochine, avec plus d'1 million de morts, soit plus de la totalité des victimes françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment vous ressentez cette journée de commémoration? Il y a un 8 mai, fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui se commémore depuis maintenant plusieurs années, depuis le début, mais cet autre 8 mai 1945, est-ce que malgré les sorties de Chirac qui avait parlé d'une tragédie inexcusable, François Hollande aussi s'était exprimé en qualifiant donc Nicolas Sarkozy, lui avait évoqué les fautes et les crimes du passé colonial en Algérie, qualifiés d'impardonnables. Emmanuel Macron, on a vu ses sorties dernièrement en qualifiant la guerre d'Algérie notamment de crimes avant son élection contre l'humanité. Aujourd'hui, en 2022, est-ce que la France prend réellement ses positions et réellement prend notamment ses positions en tant que responsable et claire un peu, notamment sur ce 8 mai 1945? Et puis je sais aussi que vous avez une expérience notamment au niveau de la guerre d'Algérie. Est-ce qu'il en va aussi de même pour la guerre d'Algérie? Commençons par le 8 mai 1945. Commençons par constater ce fait, de mon point de vue, sinistre, parce qu'il constitue une discrimination mémorielle et commémorielle inadmissible à l'endroit des héritiers de l'immigration coloniale ou post-coloniale, français ou étrangers qui vivent en France, et bien sûr à l'endroit des Algériens aujourd'hui. Si l'on prend l'écrasante majorité de la presse, pour ne pas dire la presque totalité de la presse française, hier, le 8 mai 1945, il n'y a pas de référence faite au massacre de Sétif, Guelma et Kherata. Si on prend les discours des officiels, et en premier chef, bien sûr, le discours d'Emmanuel Macron, récemment élu, il n'y a aucune référence à ce qui s'est passé outre-Méditerranée. Par ailleurs, je n'ai pas voulu dire que les candidats des gauches politiques, notamment Jean-Luc Mélenchon et quelques autres bien connus, aient profité du 8 mai 1945 de la date d'hier pour rappeler effectivement que ce qui a été commis à partir du 8 mai 1945 en Algérie est bien constitutif d'un crime contre l'humanité. Et rappeler qu'au fond, l'ensemble de la situation n'est pas à ce point étonnante. Je reviens là à Emmanuel Macron, dans la mesure où, en dépit de ce que beaucoup ont considéré comme des petits pas, il s'est effectivement toujours refusé à répéter ce qu'il avait déclaré devant une télévision algérienne privée lorsqu'il était candidat pour la première fois à l'élection présidentielle, que la colonisation était un crime contre l'humanité. Il s'agit de petits pas, mais dont l'objectif est de céder sur un point ou sur quelques points pour ne pas avoir justement à qualifier juridiquement et politiquement ce qui a été perpétré en Algérie de 1830 au 19 mars 1962. C'est effectivement intéressant ce que vous reprenez encore une fois, ce que vous écrivez sur
Mediapart et sur vos réseaux sociaux cette nouvelle union entre les partis socialistes, Europe Écologie Les Verts, et qui est apparemment donc menée par Jean-Luc Mélenchon dans un but, on le rappelle aux téléspectateurs, donc c'est d'arriver en pole position aux législatives et d'espérer à devenir Premier ministre, parce que je rappelle que même s'il a appelé à se faire élire en tant que Premier ministre, c'est en France le président de la République qui le décide. Comment vous expliquez justement ce silence? Et j'ai vu que vous étiez très remonté contre tous ces responsables politiques qui sont assez silencieux. Et Mélenchon, pareil, et qui pourtant prend parfois position contre le pouvoir algérien, contre la France aussi qui ne soutient pas l'Algérie. Enfin, c'est quelqu'un qui s'exprime. Comment vous expliquez ce silence hier, par exemple? Non, mais alors, il faut faire une distinction parce qu'il y a un certain nombre de députés, quelques députés du Parti communiste, des maires également, de plusieurs formations politiques des gauches, qui ont profité du 8 mai 1945 pour rappeler ce qui avait été perpétré outre-Méditerranée. Mais cela ne fait que souligner davantage, de mon point de vue, le fait que les dirigeants nationaux de ces différentes formations, effectivement, n'ont pas profité du 8 mai 1945 pour déclarer publiquement que s'il venait, et je pense en particulier à Jean-Luc Mélenchon, s'il venait à être nommé Premier ministre par le chef de l'État, relativement à la politique commémorielle et mémorielle de la France, et relativement à la colonisation en général et à la colonisation de l'Algérie en particulier, il déciderait effectivement d'engager une politique de rupture en matière de reconnaissance par rapport à ses prédécesseurs, ce qui l'engagerait et l'obligerait de ce point de vue-là à reconnaître effectivement que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Et je n'ai pas voulu dire non plus que le dirigeant du Parti communiste, Fabien Roussel, ait prononcé des paroles fortes, comme on dit, à l'occasion du 8 mai 1945, mais cela vaut également pour les dirigeants d'Europe Écologie Les Verts et pour Olivier Faure du Parti socialiste. Je vous prends encore quelques minutes. Merci d'être avec nous. Je profite aussi de votre présence. D'un point de vue général, même si vous intervenez énormément, il faut beaucoup de temps aussi, mais sur ces 45, 54, 62, 2022, quel tableau vous pourriez dresser un peu de cette relation qu'il y a notamment, alors là on parle de l'Algérie bien évidemment et la France, et notamment aujourd'hui peut-être avec cette sensibilité, cette fragilité, où lorsqu'un chef d'État arrive au pouvoir, est toujours un peu sensible avec l'Algérie, on s'exprime, on y va pas trop, on y va à tâtons, même si on a vu tout de même Emmanuel Macron a fait plusieurs sorties jusqu'à être clair sur je cite, sur ce pouvoir politico-militaire. Mais voilà, comment vous pourriez, vous, parler de ces décennies qui relient l'Algérie et la France, notamment avec cette guerre d'Algérie, ce 8 mai 45? Des deux côtés de la Méditerranée, que ce soit à Paris ou Alger, l'ensemble montre que la vérité historique fait très mauvais ménage avec la raison d'État, et que, en ce qui concerne les relations entre la France et l'Algérie, ce qui l'emporte à chaque fois, c'est la raison d'État. Une raison d'État qui est déterminée par des enjeux économiques, par des enjeux financiers, par des enjeux géopolitiques, par des enjeux sécuritaires, et ce sont ces enjeux qui l'emportent, et que ce soit du côté algérien ou du côté français, les petites phrases, les déclarations faites ici et là, sont toujours pensées comme devant s'inscrire dans un rapport de force, et où, dans ce qu'il est conduit d'appeler de ce côté-là de la Méditerranée, je veux dire à Paris, une forme de réconciliation après des paroles prétendument malheureuses ou effectivement malheureuses. Mais encore une fois, ce qui en paie, si je puis dire, le prix, c'est la vérité historique, parce que, notamment du côté français, encore une fois, aucun des crimes qui ont été commis, faut-il le rappeler, à la fois en Algérie mais en métropole, je pense en particulier au massacre du 17 octobre 1961, aucun de ces crimes n'a été véritablement reconnu pour ce qu'ils ont été. Et relativement au 17 octobre 1961, rappelez que la dernière déclaration d'Emmanuel Macron à ce sujet, à l'occasion du 60e anniversaire, relève d'une fable politico-historique, puisque Emmanuel Macron impute la totalité des massacres du 17 octobre 1961 à Maurice Papon, ce qui est une contre-vérité à la fois institutionnelle, policière, historique, démentie par toutes celles et tous ceux, historiens ou pas, qui ont travaillé sur ce sujet en particulier. C'est vrai que j'ai eu le plaisir de vous rencontrer à Paris sur cette grande marche, et on vous a écouté aussi
à la fin en arrivant donc devant la scène. Est-ce qu'il y avait une sensibilité ce jour-là? Mais on en parle aux dates précises, mais est-ce que vous qui travaillez sur ce dossier maintenant depuis plusieurs années, qui est spécialiste et vous ne lâchez toujours pas, est-ce qu'il y a toujours autant de sensibilité, notamment en France, sur ce 17 octobre, sur ce 8 mai 45, sur cette indépendance de l'Algérie, notamment au niveau des crimes et de part et d'autre? Est-ce elle est toujours présente, cette sensibilité? Est-ce qu'il y a toujours autant un réel besoin de la part des proches des victimes, ceux qui sont dans l'inconnu aujourd'hui, vraiment de toujours continuer à connaître la vérité, à recevoir des mots précis qui font du bien, même si ça ne refait pas le passé, les moments douloureux que ses proches encore en vie aujourd'hui ont vécu? Non seulement, comme vous dites, cette sensibilité existe, mais elle a considérablement prospéré, puisque en l'espace de 30 ans, il y a de très nombreuses associations qui militent, je pense en particulier au nom de la mémoire. Il y a un collectif national unitaire qui s'est créé, et rappelez que là aussi, il y a un certain nombre de maires qui ont décidé de nommer des rues et ou des boulevards au nom du 17 octobre 1961. Il y a parfois des squares, des stèles à la mémoire des victimes, et il y a donc eu, en l'espace de 60 ans, des avancées très significatives. Mais ces avancées très significatives sont des avancées locales qui ne font encore une fois, que souligner davantage la pusillanimité des plus hautes autorités de l'État et leur refus réitéré de s'engager très clairement dans la voie d'une reconnaissance pleine, entière et complète, comme cela, faut-il le rappeler, s'est fait dans d'autres pays et d'anciennes puissances coloniales. Je pense à la Grande-Bretagne, je pense aux Pays-Bas, je pense à l'Allemagne, je pense à la Belgique vis-à-vis du Congo, ex-Congo belge, la République démocratique du Congo aujourd'hui, dont les dirigeants ont, à un moment donné ou à un autre, reconnu effectivement les torts terribles et les massacres terribles qui ont été commis dans les différentes colonies de ces grandes métropoles impérialistes. Dernière question avant de vous libérer. On terminera sur cette soirée demain au Centre culturel algérien et a priori, j'aurai le plaisir de venir assister à cette conférence. Vous le disiez, Emmanuel Macron a imputé la responsabilité du 17 octobre 61 à Maurice Papon. Nouveau quinquennat pour Emmanuel Macron. Si demain il devait intervenir, faire un discours, quels seraient les mots que vous aimeriez entendre, mais surtout que ces victimes, que ces personnes qui sont disparues, etc., aimeraient entendre? Quels seraient selon vous les mots qu'il faudrait dire de la part, enfin peut-être, en 2022, d'un chef d'État français ou d'un ministre des Affaires étrangères? Je vais utiliser une figure de style popularisée par François Hollande et désormais bien connue, qui porte le nom d'anaphore. Et je dirais, moi, président, je reconnaîtrais qu'effectivement, le 17 octobre 1961, un crime contre l'humanité a été commis au cœur de la capitale et qu'à ce titre, la France s'incline devant la mémoire des victimes et s'engage à ouvrir toutes les archives relatives à ce qu'il s'est passé, entre autres avant, pendant et après le 17 octobre 1961, afin de permettre à l'ensemble de celles et ceux qui travaillent sur cet événement, sur ces massacres, d'en prendre connaissance, mais afin de permettre également à celles et ceux qui ont eu leur vie personnelle, familiale, amicale, dévastée par ces massacres, de pouvoir accéder effectivement à l'ensemble des documents leur permettant de savoir ce qu'il s'est passé et plus exactement encore, évidemment, de savoir ce que sont devenus leurs proches. Olivier Lecaux Grand Maison, merci. Un dernier mot. Alors demain soir, donc à Paris, le Centre culturel algérien, une présentation de la conférence. Je pense que vous allez beaucoup mieux le faire que moi. Il s'agit d'une conférence consacrée effectivement au massacre du 8 mai 1945, de rappeler les faits, mais qui sont désormais parfaitement établis, de les inscrire dans la longue durée, parce que, encore une fois, ce qui a été perpétré le 8 mai 1945 ne relève d'aucune, à proprement parler, innovation militaire. Le massacre des civils existait bien antérieurement.
les exécutions sommaires et la déportation pareillement. Cela vaut également pour les tortures. Et de rappeler aussi que ce 8 mai 1945 n'est pas l'épilogue des velléités massacrantes de la puissance coloniale française, mais a au contraire été, si je puis dire, une sorte de prologue qui a duré jusqu'au 19 mars 1962. Merci Olivier d'avoir été avec nous. On vous retrouvera donc demain. On en reparlera aussi d'ici quelques jours de cette conférence aux côtés de Mamed Kaki que je salue aussi, qui fait un travail aussi conséquent sur cette écriture, cette mémoire, cette histoire. Merci d'avoir été avec nous, Olivier, le cours Grand Maison. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux, sur votre blog Mediapart et aussi sur vos derniers ouvrages. Vous êtes écrivain, donc enseignant universitaire en sciences politiques et philosophie politique. Et je le dis clairement, vous êtes aussi l'un des rares spécialistes reconnus sur ces questions liées notamment à l'histoire coloniale. Il n'y en a pas énormément. Merci, cher Olivier, le cours Grand Maison. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Amin Haddadi qui est avec nous. Bonsoir, Amin Haddadi. Bonsoir. Salam alaikum. Aïdkoum Mubarak. Merci, pareillement. Oui. Est-ce que c'est bon? Je suis bien. Voilà. Ouais, très bien. Allez, non, c'est trop loin. Avancez-vous un peu. Voilà, super. Voilà. RTV, c'est ça. On cadre l'image. En live. Soyez le bienvenu, Amin Haddadi, formateur, conférencier. Vous êtes imam. La deuxième partie de l'émission, je vous le disais en lancement, nous allons revenir ensemble sur cette polémique. Édouard Leclerc, donc le PDG des magasins Leclerc, grande distribution qu'on ne présente plus en France mais aussi en Europe, qui a fait une sacrée sortie dernièrement. En France, les Français et les Françaises sont au courant, les médias en parlent, on vous informe aussi à l'étranger puisque je rappelle qu'RTV est disponible sur le satellite. La France vit actuellement une pénurie d'huile de tournesol. Oui, ce n'est pas une blague, j'en ai pas eu connaissance sur ces dernières années, mais cette année c'est le cas et vous allez voir ici notamment le patron donc, des magasins Leclerc qui désigne pour responsable les musulmans. Ils font des stocks ou pas? Est-ce qu'ils font des stocks, les Français? Alors, les Français qui font des stocks aujourd'hui, c'est des groupes de Français. Là, il y avait les fêtes de l'Aïd. Il y avait beaucoup de gens qui achetaient de l'huile à frire pour le mouton. Donc ça, c'est fini. De l'huile à frire pour le mouton. Ok, je crois qu'il a tout compris, Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, je t'avais déjà fait une vidéo pour dire qu'il fallait dire franchement joyeux Ramadan. Depuis le temps, ça fait 7 ou 8 ans, tu aurais pu te renseigner sur les us et coutumes de tes clients. Et ouah, le boycott, c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Ça fait longtemps qu'on l'avait dit. Voilà, vous l'avez vu. Donc, j'ai envie de vous faire réagir, Amin Haddadi. Voilà. Alors, il y a une polémique aujourd'hui sur Internet, effectivement, qu'ils confondent. Bon, l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Kbir, ça c'est une chose, mais surtout qu'en tant que PDG, c'est plein d'interrogations que je vais essayer de me faire le porte-parole des réseaux sociaux et vous allez intervenir. Certains disent clairement, effectivement, il y a un gros business économique sur l'Aïd, l'Aïd al-Kbir, donc la grande fête de l'Aïd qui, je le rappelle, arrive toujours 2 mois et 10 jours après la fin du Ramadan. Donc, il y a un réel business dans la grande distribution à cette période. Il y a aussi un réel business dans la grande distribution au moment du Ramadan. Donc, les questions comment se fait-il que le PDG de Leclerc ne connaisse pas sa clientèle, notamment son culte, sa culture, et puis comment aujourd'hui, clairement, dire que le fait qu'il y ait des pénuries d'huile soit lié à ces quelques millions de musulmans qui sont là depuis des années en France et qui n'ont jamais, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans, créé des pénuries. Je voudrais avoir votre réaction. Vous avez été en colère, vous avez ri. Comment vous avez vécu ce moment? C'est sûr que c'est des propos inadmissibles. Je ne sais pas s'il fallait rire ou il fallait être en colère en même temps, mais c'est inadmissible qu'un PDG d'un groupe aussi important qui est Leclerc, de tenir des propos pareils. Après, il n'a pas su faire le lien entre l'Aïd el-Kébir et l'Aïd el-Fitr. Ce n'est pas notre problème, hein, ce n'est pas le problème des musulmans. Et mettre tout de suite le lien des pénuries d'huile sur le dos des musulmans et en mettant en avant que c'est à cause des fêtes de l'Aïd,
Ça aussi, c'est inadmissible. Qui lui a donné ces renseignements? Il a des secrétaires, il a des conseillers. Après, il veut pas faire d'efforts, c'est son problème. Mais sauf que lui, il se situe il est implanté plutôt, il est implanté dans des quartiers populaires, dans des villes où il y a une forte présence de citoyens de confession musulmane. Bien sûr, il y a le business aussi, hein. Il y a le bon ramadan. Bon, ils ont eu du mal à mettre le bon ramadan, mais ils l'ont mis quand même bon ramadan aux musulmans. Mais quel est le lien entre l'huile? Comment on peut parler au XXIe siècle, on parle de friture sur des plateaux de télévision? C'est ça c'est ce qui m'énerve, moi. C'est pas ces propos. C'est comment on peut parler de friture. Comment un PDG comme d'un groupe aussi important, il parle de friture sur un plateau de télévision. On parle de pénurie, il faut donner les causes et pourquoi il y a eu cette pénurie. Pourquoi les pénuries se déclenchent dans un contexte de peur. Et là, on est en train de vivre un contexte de peur. Il y a une guerre en Europe, donc il y a cette peur. Donc les gens, automatiquement, ils se sont mis à tout simplement à acheter en grande quantité et à faire des réserves. Les musulmans ne sont ni de loin, ni de près impliqués dans cette pénurie et c'est grave de leur porter le chapeau parce que apparemment les musulmans sont devenus une proie facile. Dès qu'il y a quelque chose qui marche pas dans ce pays, on essuie le couteau sur le dos des musulmans. Ben non, les musulmans vivent normalement le mois du Ramadan. La surconsommation d'huile, ce n'est pas un sujet. Moi, j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est très très grave de parler de ça. Comment une cinquième puissance au monde parle de pénurie d'huile et dit que c'est parce qu'il y a eu une surconsommation durant le mois du Ramadan. C'est très très grave. C'est très très grave. Après bien sûr, allez, on va faire la comparaison. Pourquoi en Algérie il n'y a pas eu de pénurie d'huile? Comment ça se fait que plus de 50 millions d'Algériens vivent le Ramadan? Certes, il y a eu la cherté les prix ont augmenté, l'huile a augmenté en Algérie, il faut dire une vérité, bien sûr, mais il n'y a pas eu de pénurie. Tout à l'heure, vous avez cité l'exemple de l'Égypte. Comment un pays comme l'Égypte, 130 millions d'habitants, n'a pas de pénurie d'huile? Prenons l'exemple de l'Italie. L'Italie, c'est un pays où il y a beaucoup de friture aussi. On va parler de friture. Comment ça se fait que l'Italie n'a pas eu de cette pénurie? L'Espagne, le Portugal, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de pénurie? Et subitement, il y a eu une pénurie en France. Donc, je pense que derrière aussi, il y a des déclarations politiques. Aussi, on veut porter le chapeau sur la Russie parce que la Russie et l'Ukraine sont des pays exportateurs d'huile. Mais ce n'est pas les seuls sur cette terre. Je regarde infiniment. Il y a la Chine aussi, il y a l'Australie aussi, alors qu'ils disent pas que parce que la Russie est en guerre avec l'Ukraine, c'est pour ça qu'il y a des pénuries d'huile. Non, non. C'est juste des déclarations politiques avec les politiques. Et Édouard Leclerc a mis le nez dedans et il assume. Il doit présenter. Moi, je suis. Oui. Selon vous, Amina Haddadi, alors effectivement, on connaît tout de même le patron, hein, le PDG des magasins Leclerc, qui a tout de même une carrière, qui a quand même une expérience de base, qui a quand même tout de même fondé avec ses équipes un empire. Donc il a un certain nombre quand même énormément de qualités derrière lui depuis ces années. Et puis on rappelle quand même que les magasins Leclerc sont très présents. C'est aussi un chiffre d'affaires, c'est des dizaines de milliers d'employés. Mais alors justement, quand on a dit ça, vous êtes étonné qu'il y ait une telle sortie d'un tel homme. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce message? C'est qu'il a été dépassé, qu'il ne savait pas quoi dire? Parce que si on commence, on l'a déjà fait, on pourra y consacrer aussi des émissions sur un peu ce que génèrent notamment ces conflits internationaux comme les guerres, etc., en termes de pénurie. Quel est selon lui le message? Est-ce qu'il s'est laissé dépasser? Il a été un peu il ne l'a pas spécialement fait exprès. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a derrière ce message? Bien sûr, il y a toujours vu que lui, c'est la première fois qu'il a
qu'il a été, on va dire qu'il a dépassé les limites, on va dire qu'il y a une présomption d'innocence. Allez, on va dire qu'il a, voilà, il s'est fait avoir. Voilà, il s'est fait avoir. On va dire qu'il s'est fait avoir. Ce qui est malheureux, c'est que en face de lui, un journaliste ne peut pas lui dire, excusez-moi, monsieur Leclerc, mais l'Aïd el-Fitr, c'est pas les moutons. Donc peut-être elle lui aurait donné juste un petit indice. Peut-être, on va dire qu'il aurait pu se rattraper et dire, excusez-moi, non, 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 c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais parler de ça et ça. Sauf qu'elle l'a laissé, elle l'a laissé dire n'importe quoi et il est rentré carrément dans le mur et elle a laissé rentrer dans le mur. Et c'est le siècle du buzzing, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on peut rappeler aussi. Oui. Allez-y, allez-y. Oui, non, dites. Non, mais ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que ces produits de nécessité, de première nécessité, sont très utilisés. Il ne faut pas oublier qu'il y a de très grands restaurants en France, notamment. On peut citer KFC, on peut citer McDo, on peut citer Burger King, pour en citer plusieurs, qui utilisent énormément d'huile. Donc, c'est ça aussi qui peut aussi provoquer peut-être, et encore peut-être, de pénurie. Comme vous le disiez, au 21e siècle, logiquement, on ne devrait pas avoir de pénurie d'huile en France. Oui, mais justement, moi je mets en avant toujours, il y a un contexte. Moi, je suis sûr que c'est à cause de ce contexte, comme il y a eu le contexte du Covid, où les gens se sont rentrés dans les supermarchés et ils les ont vidés. Ils les ont vidés parce que tout simplement, il y a eu un contexte, c'est qu'un président est venu et il a dit, à partir du 14 mars, tout va se fermer. Donc, dans la tête des gens, tout va se fermer. Donc, je prends mes précautions. Donc, il y a eu ce ravitaillement de tout le monde. Là, tout le monde s'est ravitaillé. Et même dans les… Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose à cause du contexte de la guerre en Ukraine. Est-ce que la France n'a pas pris ses dispositions? Je vais vous citer juste une petite déclaration de la firme Le Sieur. La firme Le Sieur dit: nous disposons des stocks de graines de tournesol nécessaires. Donc, les consommateurs ne doivent pas faire de réserve pour ne pas engendrer des pénuries immédiates dans les réseaux de distribution. Ça, c'est une déclaration de la firme Le Sieur. Le Sieur, grand producteur d'huile en France, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Une autre déclaration, on nous dit qu'il n'y aura pas de pénurie d'huile normalement jusqu'à l'été, là, c'est-à-dire juin, juillet, août, il n'y aura pas. Mais après, ils disent peut-être, il y aura une pénurie qui va revenir à l'automne. Donc, on ne comprend pas. Donc, déjà, il y a cette peur de pénurie. Elle était déjà réelle. Pourquoi on veut la mettre sur le dos des musulmans? Si on dit que d'ici l'été, il n'y aura pas normalement de pénurie, mais on est en pleine pénurie et ils disent elle reviendra à l'automne. Est-ce que l'automne, il y aura le mois du Ramadan? Mais qui raconte pas n'importe quoi. Donc lui, il s'est… On l'a vécu, Amina Dadi, aussi, ce que vous disiez, on l'a vécu pendant la Covid, effectivement, ce mardi 17 mars à midi, annonce donc Covid, confinement, et c'est vrai qu'on a vu des milliers, des dizaines de milliers de Français paniquer dans la peur, se ruer sur les rayons notamment de pâtes, de sucre, d'huile, de certains produits de papier toilette. C'est vrai que ça a généré aussi une certaine crainte, et c'est vrai que ces messages de conflits, de guerre, etc., ça a généré aussi des craintes et qui ont permis certainement une surconsommation et de stock, notamment en termes d'huile, qui a certainement provoqué cette pénurie. Avant de se quitter, alors je disais aussi tout à l'heure, on rappelle que les magasins Leclerc, donc le PDG, c'est Édouard Leclerc, mais il y a énormément de franchisés. C'est-à-dire, c'est vous, madame, monsieur XY, madame XY, qui donc achètent une franchise et qui ouvrent un magasin Leclerc et qui ne sont pas, pour une grande partie, d'accord ou qui n'auraient peut-être pas tenu de tels propos qui ont fait polémique. Mais bon, alors il faut aussi dire qu'Édouard Leclerc s'est excusé, qu'il a fait un communiqué et qui a repris aussi… oui, mais moi, j'aimerais bien qu'il s'excuse sur un plateau de télé. Du moment qu'il a commis l'erreur sur un plateau de télévision, il faudrait qu'il s'excuse sur un plateau de télévision et non pas via des tweets et des Facebook. Il l'a fait. L'erreur a été commise sur un plateau de télé
alors il faut qu'il demande à revenir sur un plateau de télévision et à demander des excuses, tout ça, à présenter ses excuses aux musulmans, tout simplement. C'est comme ça. C'est à lui d'assumer, c'est pas à nous d'assumer, c'est à lui d'assumer même. Alors le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est notamment voilà, peut-être se laisser dépasser. Est-ce que ce n'était pas une maladresse ou peut-être à un moment donné trouver peut-être les bonnes explications. Mais alors justement, avant de se quitter, un dernier mot. Ça arrive souvent aussi que la communauté musulmane soit un peu parfois prise pour cible, alors volontairement ou involontairement, directement ou indirectement. Et encore une fois, ce soir, on ne dit pas que Monsieur Leclerc l'a fait volontairement, mais à la fois quand on est un homme comme ça et qu'on est un homme de communication, effectivement, bien on doit contrôler ces mots et ce qu'on dit, hein, comme les hommes et les femmes politiques, par exemple. Encore une fois, pour vous, ce sont ces Français de confession musulmane qui sont pris pour cible ou vous le vivez pas comme ça? Oui, il faudrait que les Français de confession musulmane prennent les choses au sérieux. Maintenant, nous vivons dans une société où la banalisation des propos anti-musulmans est devenue monnaie courante. Donc, il faudrait que les musulmans comprennent que maintenant, il ne faut pas attendre les élections pour réagir, mais il faut vivre le quotidien, vivre la réalité et bien sûr se défendre judiciablement, se défendre politiquement, se défendre sur les réseaux sociaux et de ne pas laisser ces propos de nauséabonds de certains diffusés comme ça sur des plateaux de télévision et apprendre aux musulmans aussi, je ne vais pas dire de boycotter, mais de lancer des messages comme ça, de lancer des messages pour leur dire faites attention. Nous aussi, on existe en France. Les musulmans aussi ont une part d'économie dans ce pays. Donc, faites attention à ce que vous faites sortir de votre bouche et assumez, quand vous le faites sortir, assumez. Et nous aussi, on prendra nos dispositions pour déposer plainte contre tout propos qui blesse les musulmans parce que c'est bon, stop. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Nous allons vivre peut-être un mandat où certains vont se donner à cœur joie de critiquer les musulmans parce qu'ils ont voté Mélenchon. Donc on va revenir dans un système de islamo-gauchiste et j'en passe. Donc voilà, préparons-nous et vivons notre quotidien et arrêtons de subir et d'être pacifiste parce que c'est trop là, c'est trop. Merci infiniment, cher Amin Haddadi. Voilà les deux parties d'émission, donc Algérie 2. L'autre 8 mai 1945, je rappelle, aujourd'hui, on compte près de 45 000 morts dans le cadre de ces violences qu'ont subi les manifestants. Le 8 mai 1945, c'était en Algérie, à Guelma, à Kherata et à Sétif, entre autres. Et puis la deuxième partie d'émission consacrée à cette pénurie d'huile, mais surtout à la sortie et des mots du président, du PDG d'Édouard Leclerc était avec nous, donc Amin Haddadi. Merci infiniment, conférencier, formateur, imam. Et puis pour la première partie, nous avons reçu Daniel Dalin, maire adjoint en charge du handicap politique mémorial à Saint-Denis, en Île-de-France. Et puis il est aussi président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Et puis Olivier Lecourt, Grand Maison, je vous le disais, enseignant universitaire en sciences politiques, spécialisé sur les questions liées à l'histoire mémorielle. Abdellah, merci d'avoir réalisé, de m'avoir accompagné pour cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro L'Actu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, page YouTube et la page Facebook, le tweet, l'Insta d'RTV. Bonne soirée.